5h33. Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse occupent toujours à Aléria la cave viticole d'un pied noir, Henri de Peille. Ces manifestants corses qui se réclament de l'ARC, l'Action pour la Renaissance de la Corse, veulent, semble-t-il, relancer les mouvements autonomistes qui ont été passablement désarmés par l'action de M. Liberbou. L'État a commis une erreur gravissime, à mon avis, en demandant aux agriculteurs rapatriés de ne plus avoir à rembourser leurs dettes d'installation. Donc, on ne pouvait pas dire à un agriculteur non rapatrié, bon, toi tu payes toujours tes dettes, et puis ton voisin, le voisin lui paye plus. Évidemment, ça a été, à mon avis, une erreur dramatique. Le métier de négociant en vin est un métier de spéculation. Quelquefois on gagne, quelquefois on perd. Il est inadmissible que dans ce département, j'allais dire dans cette colonie, alors que la consommation annuelle de sucre est de l'ordre d'environ 5000 tonnes par an pour les besoins familiaux, depuis une décennie, on assiste à des importations oscillant entre 18 et 20 000 tonnes. Sans préjudice d'un très gros scandale à l'heure actuelle, où toutes les mauvaises pratiques bancaires, cavalerie, escomptes bidons, sociétés et écrans se retrouvent pour couvrir quelques individus aux passifs extrêmement lourds, sous le couvert de l'administration qui essaie d'enrayer les scandales. Je choisis des hommes déterminés, qui ont beaucoup de sang-froid, avec lesquels nous avons des liens éprouvés, et connus pour leur maturité, leur esprit de décision. Ils sont en nombre extrêmement limité et je leur donne rendez-vous le matin de l'opération sans préciser tous les détails et puis nous passons à l'action directement le 21 août au matin sur la cave d'Aléria. Nous enlevons la famille de Peille qui se trouve dans une petite propriété attenante parce qu'elle est dans le périmètre d'une éventuelle confrontation et qu'il pourrait y avoir du danger pour elle, sans aucune violence physique, mais tout de même avec la violence de les expulser de chez eux, en ménageant beaucoup les enfants et en cachant au maximum les fusils de chasse que nous avons. Il a toujours dit qu'il ne voulait voir que des armes de chasse, c'est vrai, mais il ne peut pas tout voir, la cave est grande. Je suppose que ce mouvement n'est pas improvisé si les forces de l'ordre intervenaient. Quelle serait votre réaction ? Bien, je pense que quand on est en légitime défense, on a tous les droits. Quand on est responsable, qu'on a le sens aigu de responsabilité, nous en avons toujours témoigné. Il n'y a absolument aucun esprit de provocation. Il ne serait pas notre fait. Il n'y a aucun esprit d'aventurisme. Mais il y a une volonté ferme désormais de ne plus céder un seul pouce. Les pouvoirs publics n'ont cherché à aucun moment à négocier. Ils ne nous ont jamais téléphoné, alors que la presse montrait tous les jours que l'on installait des lignes de téléphone quand il y avait par exemple un preneur d'otages. Là, au contraire, on nous a coupé le téléphone pour nous isoler complètement et pour qu'on ne puisse plus communiquer. Dans un premier temps, on m'avait mis sur une cuve, c'est pas très commode. Je suis resté sur la cuve, et là, je me vois, les gardes mobiles à 30 mètres, 50 mètres de la cave. Je vais voir Edmond, je lui dis Edmond, vous discutez, mais ils sont derrière, à 50 mètres de la cave. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, il ne peut pas dire le contraire, hein, c'est pas... Il me dit, tire-leur dessus, mais au fusil de chasse. Bon, parce que les plombs, c'est vrai que c'est moins dangereux qu'un tir de FR. Bien. Et c'est ce que je fais. Le premier qui saute, je l'allume, le second qui saute, je l'allume. Bon, je les ai pas atteints, ou sinon ils ont eu très chaud, j'en sais rien. Et j'ai vu qu'ils reprenaient le chemin inverse. Et puis c'est ensuite que j'ai pris de faux otages. J'ai pris de faux otages dans nos rangs, je leur ai bandé les yeux, et je les ai amenés devant les chars qui commençaient à avancer. C'est là que l'État a commencé un tout petit peu à flancher, à reculer pendant quelques minutes. Et puis les instructions données par Paris s'étaient passées outre.
on se défend. C'est-à-dire, on nous attaque, c'est le moment. C'est pas Ponteno, c'est presque. Ça, c'est le gendarme qui est mort, celui qui était couché. Corse, les forces de l'ordre donnent l'assaut à la cave vinicole occupée par 50 agriculteurs autonomistes, bilan 2 gendarmes tués, 4 autres et un agriculteur blessé. Le docteur Simeoni, porte-parole de l'action régionaliste corse, se constitue prisonnier. C'est là que l'État mesure que la partie est perdue et que, en définitive, cette affaire va se solder par un véritable carnage de part et d'autre. D'ailleurs, on me propose tout simplement, c'est de partir libre de cette affaire et de me constituer prisonnier quelques jours après. Ce que je ne songe pas à faire parce que l'affaire est tellement grave que je pense déjà qu'il me faut assumer mes responsabilités. Je le vois aller vers l'hélicoptère, je crois. Et c'est son frère qui vient, Max, et qui nous dit, voilà, apparemment ils ont négocié avec le préfet, apparemment, j'en sais rien. Et il dit, voilà, il faut se rendre, vous rendez vos armes et vous donnez vos papiers d'identité et vous êtes libre. Dans un premier temps, tout le monde devait être prisonnier. Puis ensuite, il conçoit ça. Alors Edmond rapporte les conditions. Elles sont plus ou moins refusées, discutées. Parce que c'est des militants politiques aussi. Il ne faut pas oublier que c'est surtout des militants politiques. Et à ce moment-là, à un moment donné, il y en a quelques-uns qui disent... Nous, on a dit non, on ne se rend pas. On se rend pas, point à la ligne. Et c'est là que Marx a dit, il vaut mieux un nationaliste vivant qu'un héros mort. Et j'ai dit, tout est dit, nous, on s'en va. Si on n'est plus assez nombreux pour se battre, et si on nous laisse tomber, on s'en va. On forcera le barrage. Ou, si on nous empêche, on se repliera et on se battra. C'est là qu'il y a eu, on peut dire, la première, pas la première scission, mais la première limite. Conformément à ce qui a été décidé, je vais aller me constituer prisonnier. Nos hommes sont partis la tête haute, avec leurs armes, avec leurs équipements. La première chose, je pense, c'est qu'il faut s'incliner devant les victimes de part et d'autre. Elles sont les victimes inutiles d'une lutte injuste. Pour notre part, le combat politique commence. Et je pense que cette lutte aura l'avantage de cristalliser l'opinion publique sur des scandales que l'on a voulu étouffer. Docteur Simeoni, pour vous, c'est un succès? Vous savez, je pense qu'on n'apprécie jamais ce genre d'affaires quand il s'agit de la vie d'un homme et surtout qu'on est médecin, en termes de succès ou d'échec. J'ai fait mon devoir, je vais continuer à le faire, je n'ai pas l'intention de me dérober à mes responsabilités, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, un pas très grave dans l'escalade a été franchi, car nous avions parfaitement conscience, nous le savions, sauf si nous étions irresponsables, c'est que militairement, nous ne faisions pas le poids. Je pense que maintenant, en particulier au niveau des jeunes, il y a un processus d'escalade qui est engagé et qu'il ne faudra pas s'efforcer de continuer à traiter un problème politique et de revendication de dignité et d'identité comme un problème économique.